De Sunburst en Californie, un été d'insouciance et de liberté pour des enfants et adolescents malades du sida, une parenthèse au milieu du cauchemar. La vie sous haute protection de Manoucher Ganji. Il se bat contre le régime de Téhéran, une fatwa l'a condamné à mort. 184e numéro d'Envoyé spécial. Assassination attempts, but 5 of his closest associates have been killed. A former education minister of Iran, he now lives in exile in France and America, leading an underground resistance movement against the regime in Iran. The regime in Tehran has issued a fatwa against his life. Manoucher Ganji and the writer Salman Rushdie are at the top of the mullah's hit list. The trial of the murderers of Dr. Cyrus Elahi, one of Dr. Ganji's closest associates, who was assassinated in France, will begin shortly in Paris. The French judicial authorities have no doubt that Dr. Elahi's assassins were agents of the regime in Tehran and acted on their direct authority. The title of the program is Fatwa. It is an exposé of how the Tehran regime eliminates its opponents abroad. This report has been prepared by Jean-François Renaud and Olivier Varin of France Channel 2 National Television Network. This man is an apostate and corrupt. He must be eliminated because he is the enemy of God and his prophet. His death should become an example for others. An assembly of religious fundamentalists has unanimously ruled that his assassination is a necessity and that those who carry out the execution will receive a large financial reward as well as a blessing from God. This fatwa was issued on the instructions of Ayatollah Khamenei, the supreme religious leader, and Rafsanjani, the president of the Islamic Republic of Iran. This fatwa is being shown here for the first time. Western governments consider this threat to be extremely serious. Dr. Ganji is under constant surveillance and protection by their anti-terrorist units. The resistance movement Manoucher Ganji leads is for a new and democratic Iran. Dr. Ganji has always accepted that he might have to sacrifice his life. The terrorists from Tehran have to date made at least 11 attempts to kill Dr. Ganji, but his own vigilance and the security provided by the counterintelligence services of various governments have kept him alive to date. Et si vous tiendrez un bout humain, on est prêt à mourir aussi. Il faut être prêt à mourir, en effet. Déjà, les tueurs de Téhéran ont tenté 15 fois de l'assassiner. 15 fois, le hasard, les précautions, les informations de la DST ou de ses propres services lui ont sauvé la vie. Ce sont des photos que nous avons reçues de l'intérieur de l'Iran. Ce sont des terroristes qui veulent agir contre notre organisation et contre moi personnellement. Moi, je vous... This would-be assassin is on the move in Paris. He might have changed his name and his looks. The French authorities do not want a repetition of what happened to Dr. Bakhtiar, a former prime minister and opposition leader. Bakhtiar was killed in Paris while he was under heavy police protection. Une photo qui vient d'arriver il y a 3 jours et on nous dit qu'il a pour mission d'acte d'assassinat contre moi. L'homme rôde quelque part à Paris.
Peut-être a-t-il changé d'identité. The French security services protect Dr. Ganji and train him to protect himself. De la police. Voilà. Reculez un peu la tête, mettez la tête légèrement plus en arrière. Légèrement en arrière, comme ça. Légèrement, voilà. Voilà. Je déteste la violence et les armes, mais la défense légitime, c'est le droit de n'importe qui. Je sais bien qu'ils vont envoyer des assassins et j'aimerais faire la tâche difficile pour eux. 3 points au sol, bonne meilleure stabilité, stabilité du bras avec le coude sur le genou, comme ça vous ne bougez plus. La police française protège Ganji, elle l'entraîne également à se protéger lui-même. Voilà, super. To date, the killers sent from Tehran have assassinated over 70 opponents of the regime abroad. 7 of their assassinations took place in Paris. Over the years, Dr. Gandhi's organization has reduced the effectiveness of Tehran's killing machine by penetrating it at all levels. On a number of occasions, this penetration resulted in advance warning that an assassination plot was being hatched. Qui m'a aidé de sortir de l'Iran 7 mois après la Révolution. Et il n'a jamais touché une arme. Il croyait à lutte non armée, politique. Et il a été assassiné à Montparnasse avec 3 balles, le matin quand il sortait de chez lui. Il y a Faroukhzad, un artiste iranien, qui a été assassiné à Bonn. Il y a un colonel de l'armée iranienne, Bay Ahmadi, qui nous assistait dans une lutte politique, comme j'ai dit, pas armée, qui a été assassiné à Dubaï. Et Abbas Khalilzadeh, qui était enlevé à Istanbul, il a été torturé et il a été assassiné. Et récemment, ils ont trouvé son cadavre à Istanbul. À ce jour, les tueurs de Téhéran chargés d'éliminer les opposants iraniens réfugiés à l'étranger ont gravé au moins 64 entailles sur les crosses de leurs revolvers ou les manches de leurs couteaux. 64 meurtres de sang-froid, dont 7 à Paris. Aujourd'hui, la tâche de ces tueurs est plus difficile. Les polices occidentales maîtrisent de mieux en mieux les filières du terrorisme et les hommes de Ganji s'infiltrent dans les ministères. C'est grâce à ces réseaux que, la plupart du temps, nous sommes au courant de ce qui se passe à l'intérieur du régime. Les terroristes qui entraient en France, quelques jours avant l'assassinat de Dr Bakhtiar, nous avons reçu l'information qu'il y avait des terroristes qui entraient en France et les gens qui étaient visés étaient Prince Reza Pahlavi, M. Banissat, Dr Bakhtiar et moi-même. J'ai bien téléphoné à M. Banissat, au Prince Reza qui était au sud de France à cet moment-là, et chez M. Bakhtiar, il n'était pas disponible, mais j'ai bien parlé avec M. Katibé. Et ça, c'est son secrétaire qui était malheureusement assassiné avec lui. Je lui ai averti. Et Bakhtiar n'en a pas tenu compte et 10 jours après, il était assassiné. Je ne sais pas comment. L'information. Le fait est que j'ai bien passé l'information. Boyer Ahmadi, l'un des assassins. Boyer Ahmadi, one of the killers of Bakhtiar, had another target too. He had managed to get close to one of Dr. Ganji's associates. How did he appear to you? Il m'a demandé, il savait qui j'étais. Donc il m'a demandé est-ce que le docteur est bien à Paris, est-ce qu'il est en France. Il cherchait des renseignements. Was he trying to collect information? À chaque fois il me disait est-ce que le docteur est à Paris. Bon, moi je disais je ne sais pas du tout s'il est à Paris ou non. Do you think he was plotting Dr. Ganji's assassination if their plan to murder Dr. Bakhtiar failed? Il essayait d'avoir des renseignements de façon à ce que Is he very active? il essaye de tuer le docteur Ganji.
pensaient que, à mon avis, hein, ils pensaient que c'est un danger pour le régime en fait. Parce qu'il bouge beaucoup, il est vraiment... Très actif. Oui, très actif. Supprimé, quoi. Oui, voilà, c'est ce que j'ai pensé. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre... What went through your mind when you learned that he was one of those responsible for the murder of Bakhtiar? Ça m'a choqué. Vraiment, j'ai eu le choc énorme. Parce que je pensais pas du tout qu'il puisse tuer Bakhtiar, parce qu'il me disait qu'il adorait Bakhtiar. C'est ça plutôt qui m'a choqué. Je le voyais pas du tout, c'est ça. To give himself the best chance of staying alive, Dr. Ganji was assisted to become professional in the art of survival. His instructors are members of the National Police. They taught him marksmanship and, in emergency situations, how to escape by building from a rope. Staying alive is a part of Dr. Ganji's struggle for human rights and the liberation of his country. A graduate of universities in the US, Switzerland and England, Dr. Ganji, now 64, takes these survival challenges very seriously. de résistants requiert ces nouvelles universités, le tir, la varap, les lois de l'ombre. Universitaire classique, diplômé des facultés d'Amérique, de Suisse, de Grande-Bretagne, Manoucher Gandhi, 63 ans, s'applique en étudiant consciencieux à ses compétences obligées. Doors are made bulletproof and letters have to pass through a security device capable of detecting explosives. Une menace, elle peut être piégée. All the members of Dr. Ganji's team have to be fully alert at all times. Systématiquement corrigé. His organization is called the Flag of Freedom Organization of Iran. Précaution de chacun des membres du mouvement. For reasons of security, it was agreed that the camera would not show the faces of Dr. Ganji's associates. All of the men and women who work with Dr. Ganji's organization have relatives and members of their families in Iran who would be victimized if the identities of those working with Dr. Ganji were revealed. Around this table, everyone is aware that they must live with the ever-present threat of death from an assassin's bullet. But for all FFO workers, the most important things are democracy, social justice, and the liberation of their country from oppression and tyranny. Le produit national de l'Iran aujourd'hui est 10% moins de ce qu'il était il y a 15 ans. Que la population iranienne est presque 2 fois plus de celle qu'il était il y a 15 ans. C'était 37 millions, aujourd'hui c'est plus que 60 millions. Les gens n'ont pas de travail, il y a presque 30-35% de chômage, le coût de vie a augmenté 25 fois et les salaires maximum 3 fois ou 4 fois. Imaginez-vous comment les gens pourraient vivre. Et les statuts de la femme, la façon qu'ils traitent les femmes en Iran, la situation de nos écoles et nos universités. Il y a les écoles où il y a 4 groupes différents des enfants qui vont à la même école. Ça veut dire qu'en alternance. En alternance. Ça veut dire qu'ils vont à l'école 1 jour et demi maximum ou 2 jours par semaine. Thousands of miles from here, inside Iran, the supporters of Dr. Ganji's organization are engaged in action. These FFO supporters are distributing anti-regime literature. If they are arrested, they will be executed after being tortured to make them confess the names of their associates. The man who is distributing the literature, the man with the camera, and the man who is driving
are all taking big risks. These pictures show how the Islamic regime deals with its opponents. A political refugee in the United States, Dr. Ganji began his struggle against the regime as soon as he was able to settle down in America. In January 1986, he left the United States to organize in Paris. Paris is one of the major centers of the Iranian struggle against the regime of the Ayatollahs. Quelques minutes, vous êtes condamné à mort. Dr. Ganji's first aim is to counter the lies of the regime's vast propaganda machine. FFO information is provided by cassettes, faxes and other means. They tell Iranians that Islam and human rights are compatible. With very limited resources and facilities, Dr. Ganji carefully and diligently charts his organization's peaceful struggle against the Tehran regime. Réfugié sans un sou aux États-Unis, où il retrouve au fil des mois un semblant de bien vivre, Ganji décide d'intervenir. En janvier 1986, larguant tout, il débarque à Paris. Larguer tout, cela signifie s'éloigner, sécurité oblige, de sa femme, de ses deux enfants, quitter une maison, un confort retrouvé, du travail, un revenu. Mais Paris, c'est la capitale de la résistance au régime des ayatollahs. Premier objectif, répondre point par point à la propagande islamiste. Ganji engage la guerre de l'information. Il enregistre des cassettes vidéo qui seront dupliquées, distribuées clandestinement, avec pour message principal: Islam et droits de l'homme ne sont pas incompatibles. Les Iraniens veulent exercer leurs droits et leur liberté comme les autres êtres humains partout dans le monde. Ils n'acceptent pas un système dictatorial de terreur comme tel qui existe en Iran, avec un seul homme qui vient depuis le temps de Khomeini de se nommer le représentant de Dieu ou le guide principal religieux qui se met au-delà de la loi et au-delà de souveraineté de peuple. C'est précisément parce qu'il accuse la République islamique d'usurpation, même en matière religieuse, que Ganji a été frappé par cette fatwa de mort. Here in the Bologna woods, Dr. Ganji's young colleagues demonstrate an effective and inexpensive technique for distributing political leaflets. Distribution by balloons. The only problem is the wind. If it's blowing in the wrong direction, the leaflets won't reach their intended target area. L'information doit passer. Contre Téhéran, citadelle fermée, les ballons multicolores des enfants. En Iran, il y a toujours une montagne complice, il suffit d'observer le sens du vent. This is the text of one of the FFO's instruction pamphlets. It gives advice on how to prepare, duplicate and distribute messages. So far as this particular distribution system is concerned, 2 cigarettes will cut the string and the leaflets will then drop to the ground. One can question the extent of the impact of the use of these means against the Tehran regime. But FFO information distributed by cassette and even by balloons does play an important part in exposing the lies of the ruling mullahs. This is another way of distributing leaflets and information. The supporters of Dr. Ganji use this method to scatter leaflets. They
They stick a little aluminium piece to a car tire in such a way that leaflets break away when the car moves off. Nous recevons de l'intérieur du pays. Ce sont tous des gens qui nous envoient par lettre, par intermédiaire des gens qui viennent de l'intérieur du pays, ce qu'ils peuvent. Il y a des billets de 1000 toumans, il y a des billets de 100 toumans, il y a des billets de 500 toumans, il y a des billets de 500 rials, il y a des billets de 200 rials, 100 rials, tout ce qu'ils peuvent. C'est très peu de choses. Pour nous, ce n'est pas très peu, c'est beaucoup. C'est des gens qui n'ont rien, presque rien, même à vivre à l'intérieur du pays, qui économisent et nous envoient 3-4 billets de 500 rials ou 5000 rials ou 1000 rials ou 200 rials. Ça fait beaucoup. C'est l'appui moral. Ça, c'est une chose plus importante. Mais l'aide plus importante que nous avons, ce sont des combattants iraniens qui luttent pour la démocratie et le respect des droits de l'homme à l'intérieur de l'Iran. Ça, vous ne pouvez jamais acheter par n'importe quelle somme d'argent. Ils jouent avec, ils risquent leur vie pour libérer leur pays. As a result of the FFO's work and the activities of thousands of underground cells in Iran, there are strikes and periodic demonstrations against the regime in different cities throughout the entire country. At the time of this film, the FFO was broadcasting 5.5 hours a day on shortwave to Iran and 1 hour a day on medium wave. The broadcasts were heard throughout Iran despite many attempts by the regime to jam them. The broadcasts remind the oppressed people of Iran of their rights and how to engage in effective political action against the regime. As a result of a survey by the regime, the official Iranian press recently discovered that the people of Iran have forgotten the meaning of happiness. La presse iranienne officielle a effectué récemment un sondage sur la notion de bonheur. Les résultats montrent que les Iraniens ont oublié la signification du mot heureux. Chaque semaine, nous recevons des lettres, des coups de téléphone, des intérieurs. Vous savez, envoyer des lettres maintenant, c'est très très cher. Et c'est très dangereux de téléphoner extérieur. Malgré tout ça, toujours nous avons des coups de fil d'Iran. Notre lutte est une lutte politique, ce n'est pas une lutte armée, et certainement dans notre lutte aujourd'hui, les technologies modernes jouent un rôle très important. Et dans ces technologies, fax, télévision, le radio, vidéocassette, le plus important c'est le fax. Avec le fax, nous pouvons envoyer des milliers de pages de littérature par semaine à l'intérieur de l'Iran. Par exemple, vous avez un texte qu'on a rédigé pour Rafsanjani et je vais envoyer à son bureau tout à l'heure, vous voyez. C'est si facile que ça. Ça arrive dans 15 secondes. Ça, c'est le numéro que j'ai fait, c'est le 19 98 21 61 61. Dans cette fax, nous proposons au régime d'accepter l'organisation d'une élection libre et générale sous le contrôle des instances internationales afin de pouvoir prévenir cette catastrophe nationale en Iran.
Alors, en ce moment, c'est en train d'arriver sur les bureaux de Rafsanjani. Oui, justement. Il pourrait essayer d'éliminer, s'il arrive, les antennes de parabole, mais ils ne peuvent jamais arrêter le fax. La technologie est telle aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de samizdat. Le samizdat, c'est le fax. Faites un passage jusqu'à la place Léon-Blum, il y a des difficultés là, sans croire. C'est pour la libération de mon pays, c'est pour le respect du droit des gens. Non, je ne regrette pas. Mais je regrette pour ma femme, pour ma famille. C'est dur, c'est plus dur pour eux que pour moi. Mais vous êtes obligé? Je me sens obligé, oui. Si j'avais le choix, dans la circonstance que l'Iran est aujourd'hui, je choisirais de faire exactement ce que je suis en train de faire. A clandestine meeting with Dr. Ganji in one of the FFO safe houses in Paris. De la musique, quelques photos, le raccourci d'une vie engagée. De l'épouse dont on ne fréquente plus. The photograph is of Soraya, Dr. Ganji's late wife. Two more pictures. Dr. Ganji in the ceremonial uniform of a minister with Mohammad Reza Pahlavi, the late Shah of Iran. The smile on the face of a friend, Dr. Cyrus Elahi, who was assassinated after the mullahs had failed to kill Dr. Ganji on one occasion. Condamné de fait par la fatwa à la réclusion perpétuelle. Quand bien même le régime des mollahs s'effondrerait, la menace continuerait de peser. Aucune cour de cassation, aucune amnistie ne peut abolir la fatwa. À chaque coin de rue, un fanatique peut décider de lui-même qu'il sera le bourreau. In the quiet of his isolation at night in his clandestine residence, Manucha Ganji is in search of his final destiny. His role models are Charles de Gaulle, Aung San Suu Kyi, Václav Havel and Nelson Mandela. By reading their autobiographies and the history of the life of other similar individuals, he fortifies his willpower and plans his own work accordingly. He has convinced himself to depend on nobody but his compatriots and those who deeply believe in freedom and in the march of democracy for the benefit of humanity. To free his country of its ordeal, he is prepared to give up his life if necessary. Je serais honoré de mourir que mourir avec une maladie et vieillesse. Dans ce cas-là, ça ne me touche pas du tout. Et je sais bien que si il arrive de m'assassiner, il y aura des milliers des autres qui pourront facilement me remplacer. Ils ne peuvent pas assassiner tous les Iraniens. Olivier Varin, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais qu'on revienne quelques instants sur le passé de M. Ganji. Quelles étaient ses fonctions exactes à l'époque du Shah? Alors après une carrière à la division des droits de l'homme des Nations Unies, Manucha Ganji est rentré en Iran où il est devenu professeur de droit, puis doyen de la faculté de droit et des sciences politiques. Et ensuite, dans les deux dernières années du Shah, il était ministre de l'Éducation. Vous qui l'avez côtoyé pendant plusieurs semaines, et je crois même que vous le connaissez depuis beaucoup plus longtemps, êtes-vous sûr qu'il n'a trempé dans aucune répression sanglante d'opposants, toujours à la fin de l'époque du Shah? Écoutez, si j'en étais pas absolument certain, j'aurais jamais tourné ce sujet. Je connais Manucha Ganji depuis 20 ans et il y a des choses que je sais sur lui que
Peu de gens savent parce qu'on a une confiance mutuelle complète. Je sais par exemple qu'il est sorti d'Iran sans un sou, sans mettre un sou dans ses poches, puisqu'il a commencé aux États-Unis par survivre en livrant les journaux le matin dans les jardins des gens. Ensuite de ça, il était bien trop occupé par son ministère de l'Éducation qu'il considère comme primordial. C'est-à-dire que pour lui, tout progrès social, tout progrès passe par l'éducation. Et je peux dire par exemple des chiffres très simples. Quand il est entré en poste, il y avait 6 millions de mètres carrés d'école. En 2 ans, il a fait monter ce chiffre à 8 millions de mètres carrés. Il a fait doubler le salaire des enseignants, ce qui était important pour que ces gens-là se sentent à leur place dans la société. Je crois que c'était un homme qui n'avait même pas le temps, d'ailleurs. Et puis, en plus, ce que je dois ajouter, c'est qu'il a démissionné dans les derniers quelques mois avant la Révolution, parce que justement il y avait une dérive du régime qui était assez grave. Il faut aussi préciser que M. Gandhi est musulman. Oui, tout à fait, mais d'un islam tourné vers le XXIe siècle, d'un islam d'aujourd'hui, tolérant, qui n'a rien à voir avec l'islam des ayatollahs de Téhéran, qui est plutôt un retour vers le Moyen-Âge. Olivier Varin, dernière question. Qui peut en fait lever cette fatwa, c'est-à-dire cette condamnation à mort? Personne, jamais. Et pour quelle raison? Elle est prononcée par le guide suprême de la Révolution, qui est donc l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Bon, c'est donc Dieu qui lui a dicté cette décision, ou soi-disant, de sorte que Dieu ne pouvant pas se tromper, je ne vois pas comment un homme pourrait la lever. Et c'est donc, ça je pense que c'est important de le dire, c'est donc dérisoire, comme on le fait autour de l'affaire Rushdie, d'intervenir auprès de Téhéran en disant « levez cette fatwa ». Si on intervient en disant « levez cette fatwa », ça veut dire qu'on lui reconnaît une légitimité. Elle n'en a aucune. C'est une absurdité, mais c'est comme ça. Olivier Varin, merci. L'invité de cette édition est probablement l'un des hommes les mieux protégés de France. Manouchehr Gandhi, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous dirigez le Drapeau de la Liberté, cette grande organisation démocratique pour le rétablissement évidemment de la démocratie en Iran. Vous avez été ministre de l'Éducation dans ce pays. Vous vivez aujourd'hui, je le disais, en France depuis près de 7 ans, sous très haute protection policière, dans l'espoir un jour d'être un recours. Vous nous direz dans quel état se trouve ce pays, l'Iran. Vous nous direz quelle est l'organisation de votre combat. Nous allons, avant de vous entendre, découvrir l'actualité de ce jour avec tout d'abord Haïti, où les hommes de la junte sont partis. Docteur Gandhi, comment expliquer cette situation? Un coup d'éclat pour rien, peut-on dire, de Saddam Hussein, renforcement, prolongation de cet embargo? Malheureusement, dans le monde entier, c'est le peuple qui paye pour les actes des dictateurs. C'est le peuple irakien qui, malheureusement, les pauvres surtout, qui payent aujourd'hui et leur vie est dans telle situation. Chez nous aussi en Iran, c'est la même chose. Alors l'isolation de l'Iran isolé d'aujourd'hui, les pauvres sont punis à cause des actes de système dictatorial. Je le disais, vous représentez donc la mouvance démocratique aujourd'hui contre ce régime des mollahs. On vient de voir l'Irak, hein, il y a eu la guerre Irak-Iran. Quels sont aujourd'hui les rapports entre les deux capitales, entre Bagdad et Téhéran? Pas mal. Ils sont en train d'étendre leurs relations parce que les deux systèmes sont des deux pays dictatoriaux de la région. Ils veulent protéger l'un et l'autre. L'Iran aujourd'hui vend presque 300 000 barils de pétrole irakien, au contraire de décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a toutes sortes de rapports secrets entre les deux pays. Alors nous allons vous retrouver après avoir vu le reste de l'actualité, et notamment cette mobilisation générale de la bande de Gaza, toujours à la recherche du soldat israélien enlevé par le Hamas. L'armée palestinienne a lancé une série d'opérations dans les milieux intégristes. Retour à la situation en Iran, puisque je vous le disais, nous accueillons un homme qui sort relativement peu, qui vit aujourd'hui sous très haute protection policière en France, dont la tête, on peut le dire, est mise à prix par une fatwa. Vous nous expliquerez dans quelles conditions et ce que vous en pensez. Je voudrais tout d'abord, pour que l'on comprenne bien, que vous nous disiez quel est, à votre avis, aujourd'hui l'état du pays, de l'Iran, l'état économique, l'état social et même religieux de l'Iran. Vous incarnez, vous représentez une alternance démocratique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Iran? On a le sentiment que 15 ans après l'arrivée des mollahs, ce pays
a une autorité très forte, une poigne très forte sur l'ensemble de la population. Eh bien, après 16 ans, aujourd'hui, la pauvreté en Iran est incroyable. Il y a presque 70% de population qui vit au-dessous de la ligne de pauvreté. Discrimination contre les femmes, un système d'apartheid qu'ils ont établi dans le pays est incroyable. 50% des populations iraniennes ne peuvent pas se développer pour participer dans la vie économique et sociale et politique du pays. Le système de justice, injustice, déni de justice qui existe en Iran, les violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme pendant toutes ces années, tous ces 16 ans, la corruption dans le pays, un pays détruit économiquement, socialement. Il y a des écoles des Iraniens, des enfants qui vont dans les écoles qui en alternance, ça veut dire qu'il y a des enfants qui vont à l'école un jour par semaine, parce qu'ils n'ont pas construit des écoles, il n'y a pas assez d'enseignants, il n'y a pas un curriculum qui pourrait servir le pays aujourd'hui. Le système de médicaments, le système de santé du pays était épouvantable, de fuite des cerveaux, des gens qui ont quitté, des professionnels qui ont quitté l'Iran, 4 millions d'Iraniens qui habitent maintenant en Occident, surtout des meilleurs professionnels du pays, la faillite économique, l'Iran qui est en dette 40 milliards de dollars à l'étranger, surtout au pays occidental. Ça, c'est la situation du pays, en bref, c'est ce que je peux vous dire. Alors, en plus de prisonniers de politique, en plus de beaucoup d'autres choses. Donc une situation très, très noire. Comment se fait-il que les oppositions ne soient pas fédérées, réunies? L'opposition aujourd'hui à l'intérieur de l'Iran est unie et fédérée. À l'extérieur, ils sont beaucoup plus unis que jamais auparavant. Et bientôt, on va voir une conférence de tous les opposants, forces opposantes iraniennes à l'extérieur de l'Iran. Est-ce que l'alternative à ce régime des mollahs, c'est forcément la restauration de la monarchie? L'alternative à ce régime de mollahs est démocratie, et respect des droits de l'homme, et pluralisme. C'est ça que les Iraniens veulent. En Iran, il y a deux révolutions dans ce siècle. Début du siècle et 1978. Les deux fois, les Iraniens demandaient liberté et l'indépendance et le respect des droits de l'homme et constitutionnalisme et pluralisme et le suffrage universel. Mais pour avoir tout ça, on a besoin d'avoir la liberté de parole, liberté des moyens de disséminer son pensée, ses opinions. C'est ça qui manque en Iran. Vous venez de brosser un portrait relativement sombre et même extrêmement sombre de l'Iran. Alors comment se fait-il, j'ai envie de vous demander, que ce régime tienne quand même? Il tient quoi? Par sa police? Il tient par quelle organisation? Par sa police. Par sa police et par le fait que l'Iran est un pays très riche. Le revenu de pétrole les aide, et malheureusement les pays occidentaux, ils mènent des rapports commerciaux très avantageux avec le régime. Et il les a donné 40 milliards de dollars d'empruntes. Et l'Iran sera en dette pendant des années et des années. Le premier pays qui entretient des rapports commerciaux plus étendus avec l'Iran, c'est l'Allemagne. Après, c'est le Japon. Après, ça vient l'Angleterre, Italie. Après vient l'Angleterre. Après viennent même les États-Unis. Et après vient la France et d'autres pays. Alors, ce régime des mollahs, parfois il est présenté en Europe avec une ligne de clivage un peu floue entre les fréquentables, les modérés et les autres. Est-ce que vous faites la même distinction? Est-ce qu'il y a dans ce régime des mollahs des gens avec qui vous pourriez travailler qui n'incarnent pas cette aile la plus dure ou la plus extrême? Moi je crois que cette idée de modéré, c'est une fixation, c'est quelque chose qui a été inventé à l'extérieur de l'Iran. Le modéré parmi les clergés, c'est le clergé qui n'a pas plus de balles dans son arme. Et il devient modéré. Ils sont tous les mêmes. Mais une chose, certainement, la future de l'Iran dépend si eux, ils peuvent arriver jusqu'au point
de savoir qu'il y a un seul moyen de sortir de cette situation qui ne pourrait pas continuer plus que 2 ou 3 ans, c'est la seule façon et la solution de l'Afrique du Sud. De faire exactement ce que de Klerk a fait en Afrique du Sud. Vous pensez que c'est possible, c'est inimaginable? Non, tout est possible. Ouais. Rien n'est imaginable. Tout est possible. Ce régime peut tenir ou tomber à quelle perspective, à quel horizon? On vient de voir que c'était possible en Haïti, qu'après 25 ans de guerre civile, l'Ulster parvenait à renouer le dialogue. Vous diriez que la démocratie, d'ailleurs un système qui n'est pas reconnu par les mollahs, entendons-nous bien. Mais par les Iraniens, c'est bien reconnu. Alors cette démocratie en Iran, vous voyez ça à quel horizon? Je vois maximum de 3 ans que ce régime pourrait continuer à vivre. Ça, il ne pourrait jamais continuer. Il y a 50% de chômage en Iran. Je vous avais dit que 70% de la population vit au-dessous de la ligne de pauvreté. Il y a cette situation de discrimination contre les femmes ne pourra pas continuer. 50% des enfants en Iran, ils ne reçoivent pas l'éducation qu'ils devraient recevoir, et le reste ne reçoit non plus. Parce que je vous avais dit, les écoles sont les écoles, il y a des enfants, 4 groupes différents d'enfants qui vont dans la même école. Vous m'avez dit, M. Gandji, je voudrais vous demander, donc une fatwa a été lancée contre vous, une sentence de mort. Une fatwa est un terme connu puisque Salman Rushdie également a une fatwa contre lui. Comment est-ce que vous ressentez cela, d'être, j'allais dire, officiellement menacé de mort? Est-ce que vous demandez la levée de cette fatwa? Moi, je ne connais pas du tout, je ne reconnais pas du tout. C'est le fatwa comme quelque chose qui est valable. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Je sais que nous sommes tous, nous sommes nés un jour et nous allons mourir un jour. J'aimerais bien servir une cause qui est noble. C'est eux qui sont assassins. C'est le dictateur en Téhéran qui donne un ordre d'exécution ou assassinat. Moi, je ne demanderai jamais à eux rien. C'est eux qui perdent la face dans le monde. C'est eux qui sont les terroristes. C'est eux qui ont pris des otages pendant ces années. C'est eux qui ont détourné des avions pendant toutes ces années. C'est eux qui ont sali le nom de mon pays. Est-ce qu'aujourd'hui vous reconnaissez dans le combat, par exemple, de Taslima Nasrin? Oui, certainement. J'ai beaucoup de respect pour Taslima Nasrin. Ouais. Je crois qu'elle est courageuse. Il faut que l'Occident l'accueille, il l'accueille bien, vous pensez? Absolument, absolument. J'ai beaucoup de respect pour elle. Et pour Salman Rushdie, vous avez des contacts également Oui, j'ai bien écrit à M. Salman Rushdie quand il venait à Paris, j'ai voulu le rencontrer. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le sujet qu'il a choisi, mais il est libre d'écrire ce qu'il pense, et de ceux qui sont contre ce qu'il a écrit, ils peuvent écrire. C'est d'essayer de tuer quelqu'un, d'assassiner quelqu'un dans un autre pays, ça c'est simplement pour les gens qui sont toujours dans une époque médiévale. Comment analysez-vous le fait que le nom de l'une des grandes religions, l'islam, soit aujourd'hui justement accolé avec cette terminologie islamisme, soit aujourd'hui symbole d'intolérance? Écoutez, il n'y a pas un islam monolithe dans ce monde. Il y a plus qu'1 milliard de musulmans dans ce monde. Les intégristes sont une minorité minuscule. Ça n'a rien à faire avec l'islam. L'islam est religion de paix, l'islam est religion de liberté, l'islam est la religion de justice. Ça n'a rien à faire avec ce qui se passe en Iran et ce qui se passe au Soudan et ce qui se passe en Algérie et en couche qui tous des gens de gauche et droite. Ce n'est pas du tout, à mon avis, l'islam à quel j'appartiens. J'appartiens à l'islam qui croit aux droits de l'homme. Comment voyez-vous dans des pays où l'islam justement est en train de progresser de cette façon que j'évoquais à l'instant, comme l'Algérie, vous voyez une possible réconciliation nationale un jour ou l'autre? Certainement. On peut dialoguer par exemple? Il faut dialoguer? Avec le dialogue, si on croit aux droits de l'homme, il faut dialoguer toujours. Mais on ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui a un revolver dans sa main, il veut vous tuer. Comment est-ce que vous pouvez dialoguer avec? Si vous pouvez, tant mieux. Il faut. Mais une chose,
nous vivons dans un petit monde aujourd'hui. C'est un village global. Et nous sommes tous membres des Nations Unies. Nous avons ratifié la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies exige que nous obéissons à certaines normes et règles dans nos relations avec nos citoyens et avec des autres pays. Si nous n'accomplirons pas notre tâche à cet égard, on doit nous sommes hors de loi et nous ne pouvons pas appartenir à la famille des Nations Unies et la famille civilisée du monde entier. Sans faire d'analogie trop rapide, une question par rapport à la France, à la société française, cette affaire dite du foulard islamiste justement dans les collèges français, vous pensez qu'on s'inquiète bien à tort pour des choses secondaires ou vraiment il y a un enjeu de société, un enjeu politique fort et il faut être vigilant? Chez nous, tout est commencé avec le foulard. Tout est commencé avec le foulard. D'abord, on dit que ça, si on est libre à choisir le foulard. Mais foulard, c'est un signe. Chez nous, c'était pour intimider les autres, pour mettre le foulard aussi. Et de faire exactement la même chose. S'ils ne portaient pas le foulard, ils étaient mis à l'écart. Et il y avait des discriminations contre eux. Une fois que le foulard, on n'a rien dit, on a dit d'accord, vous pouvez employer le foulard, il demandait que les écoles doivent être séparées. Les filles dans l'école des filles, les garçons dans les écoles de garçons. Une fois que c'était fait, on demandait que dans le service public, les femmes ne pourraient pas travailler à côté d'hommes. Dans les usines, les femmes ne pourraient pas travailler à côté d'hommes. Dans les hôpitaux, les femmes ne pourraient pas aller dans le même hôpital que l'homme. Vous ne pouvez pas aller voir le même docteur que l'autre, le même dentiste que l'autre. Tout ça, c'est un système d'apartheid qui commence avec le foulard, malheureusement. Dans ce combat des démocrates, notamment en Iran, vous aimeriez un appui plus marqué de la part des démocraties de l'Europe, par exemple? Certainement, certainement. Mais on dirait ingérence, non? Non, quelle ingérence? Notre lutte est lutte par parole. Le mot, nous employons le mot contre un système obscurantiste de terreur, d'esclavage, de crime. Vous, par exemple, vous excluez la résistance armée, le drapeau de la liberté. Exactement. Notre résistance n'est pas résistance armée, c'est résistance politique. Et nous avons 6 heures de programme de radio par jour vers l'Iran. Nous avons des missions dans des villes clandestines de télévision, de radio. Nous distribuons des tracts. Tout est en informant les Iraniens de leurs droits et de ce qui se passe dans le monde alentour d'eux. Manu Chergandji, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous dirigez donc le principal mouvement d'opposition démocratique à l'Iran et que vous vivez sous le coup d'une fatwa. Fatwa d'ailleurs qui est le titre d'un reportage que vous consacre France 2. Pour ceux d'entre vous qui pourraient voir, notamment sur l'antenne de TV5 Europe, l'édition d'Envoyé spécial donc portant ce titre, Fatwa, qui permet de mieux comprendre votre situation. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Voilà, c'est donc la fin de cette édition. Dans un instant, F. Biadzi vous propose sa météo internationale.